Qui est décidément le vainqueur des élections présidentielles du 12 octobre 2025 au Cameroun? S'apprête-t-on à une alternance à la tête du pays, comme l'annoncent les partisans de l'ancien ministre Issa Chiroma, qui réclament déjà sa victoire en faisant valoir des éléments de preuve sur les suffrages sortis des urnes? Ou bien la continuité avec le président Paul Biya, 93 ans, aux affaires depuis 43 ans, dont les partisans, eux aussi, annoncent leur victoire écrasante. Bientôt 13 jours déjà et toujours pas de résultats officiels. Toute cette semaine, ils étaient annoncés pour jeudi. Et la veille, un communiqué est venu repousser cette proclamation à lundi 26 octobre. Qu'est-ce qui explique cette lenteur dans la proclamation officielle des résultats de ce scrutin? Autant de faits qui suscitent un peu partout de nombreuses spéculations et débats tant à l'international que sur le plan national, dans un climat de rare tension et de violence dans quelques villes du pays. Bonjour et bienvenue dans Parlons Vrai, la tribune d'Afromédia qui s'est donnée pour mission d'évoquer, de parler, de débattre en toute liberté, sans tabou, de toutes les convulsions de notre planète. Un regard africain sans complaisance, sans concession sur le continent et sur le monde. Plusieurs invités sur ce plateau consacré aujourd'hui au Cameroun, en attendant les résultats des élections présidentielles. D'abord, Marie-Roger Bilois, journaliste de renom, président de MRB Productions et auteur d'un remarquable documentaire que je vous recommande. Le titre « Où va le Cameroun ?» Un documentaire dans lequel elle donne la parole aux principaux acteurs de la vie politique camerounaise. Un exploit dans ce pays où ils ont, comme leur chef, choisi le silence. On en parle dans un instant. Bonjour Marie-Roger Bilois. Bonjour. Et merci d'être là. Second invité de ce plateau de Parlons Vrai, Maître Dior Diagne, avocate au barreau de Dakar, qui a également officié pendant quelques temps à la Cour pénale internationale. Maître Diagne est membre du collectif des avocats du candidat Issa Chiroma, qui a donné une conférence de presse cette semaine à Paris pour réclamer la justice des urnes. Bonjour Maître Diagne. Bonjour. Troisième invité de ce plateau de Parlons Vrai sur Infomédia, M. Alain-Jules Meignet, journaliste chargé de communication du RDPC France Nord, le RDPC étant le parti au pouvoir. Bonjour M. Alain-Jules Meignet. Bonjour M. Alain Foucault. Notre quatrième invité, Maître Djemal Taleb, est également avocat, connu au barreau de Paris et appartient aussi au collectif des avocats qui défendent le candidat Issa Chiroma. Bonjour Maître Djemal Taleb. Alors on espère tous que les résultats qui seront publiés la semaine prochaine seront vraiment ceux sortis des urnes et que cette crise électorale ne fera pas basculer le pays dans le chaos. Nous, on y est très, très attachés et le peuple ne pardonnera pas à celui ou ceux par qui le mal arrivera. Mais avant d'en arriver là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de jours après, on n'ait pas encore les résultats, Monsieur Meignet? On passe de jour en jour, c'était prévu pour jeudi, là c'est pour lundi, on espère que ce sera lundi. Pour vous, pourquoi ça dure autant? Ben écoutez, déjà sur le plan légal, on a 15 jours maximum. Donc l'article 137 du Code électoral le précise. Par conséquent, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a même pas de débat à propos de la durée de la proclamation de ces résultats. Donc les commissions ont siégé, les commissions ont comptabilisé les vrais PV, parce qu'il faut bien vous annoncer qu'il y a des faux qui ont circulé dans l'autre camp. Et aujourd'hui, on est en train de démanteler des réseaux mafieux qui sont à l'origine de ces faux PV, qui sont à l'origine, n'est-ce pas, de cette petite falsification qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Alors, pour qu'on parle de falsification, il faut qu'on soit déjà arrivé au résultat, donc vous anticipez déjà sur ce qui va se passer. Non, je n'anticipe pas. En fait, je suis en train de dire, je parle avec des preuves, on a mis aux arrêts certains acteurs proches de ceux qui se réclament victorieux déjà, c'est eux qui prennent de l'avance. Hein. Nous, il n'y a pas qu'un seul camp qui se proclame vainqueur pour l'instant. Hein. Je pense que dans votre camp aussi, on se proclame vainqueur depuis un bon moment déjà. Pas officiellement. Oui, mais officieusement. Mais le camp d'en face, c'est autoproclamé. La barrière entre l'officiel et l'officieux. Je ne crois pas. C'est officieux. Les responsables, notamment de mon parti, n'ont jamais. Mais devant cette situation, pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout de suite au résultat? Parce qu'on est quand même en 2025. Attendre 15 jours pour avoir des résultats sortis des urnes, ça fait quand même beaucoup. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de débat. À partir du moment où il y a une loi qui le mentionne, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi on va débattre sur une situation qui n'existe pas.
Bien. Pour vous, cette situation n'existe pas, mais quand on regarde dans les rues du Cameroun, on a le sentiment que la situation est là, bien là, puisqu'il y a des gens qui se battent et qui annoncent déjà des chiffres avec des preuves que l'on voit un peu partout. Je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, mais il y a également des éléments de preuve qui se baladent. Et je pense que Maître Dior Diagne, vous faites partie de ceux qui estiment que ça fait très long, la proclamation de ces résultats. Bien sûr, parce que je viens du Sénégal, un pays où lorsque l'on vote, à 20h, les résultats sont connus et à 22h, 23h au plus tard, le perdant a félicité le gagnant. Donc, ce n'est pas parce qu'une loi donne 15 jours pour proclamer les résultats que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier, qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce qu'il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Surtout dans le climat qui prévaut en ce moment, peut-être que ça aurait été une bonne chose de proclamer un peu plus tôt, de proclamer dans les délais, parce que ça s'agite, Marie-Roger Biloa, sur place. Oui, alors, ce qui est quand même à retenir dans cette élection, c'est que les gens sont allés voter plus nombreux que, par exemple, en 2018, qu'il y a eu une grosse mobilisation et que du côté des électeurs et des organisations qui prônaient la transparence et qui voulaient se battre et même voir comment garantir la transparence des élections, il y a eu une mobilisation et une organisation. C'est-à-dire qu'ils ont appris des erreurs du passé, où on a vu, par exemple, un candidat en 2018 qui a saisi le Conseil constitutionnel et qui pouvait seulement montrer des preuves de fraude, effectivement, mais il n'avait pas une image globale. Et c'était difficile de prouver une victoire. On pouvait dire, compte là, tenu cet du endroit, nombre de bureaux de vote, voilà, et il pouvait pas, c'était difficile. Voilà. Or, cette fois-ci, les choses se présentent tout à fait différemment. On a vu, ils ont appris, et on a vu une organisation beaucoup plus convaincante et plus implacable que la dernière fois. Et donc, au moment où nous parlons, on dit autoproclamé si on veut, mais il y a des plateformes diverses et variées, dont celle des bâtisseurs de la nation de Maître Ndoki, qui travaille déjà depuis plusieurs années, 2-3 ans en tout cas, pour assurer que le vote des Camerounais reflète un peu leur volonté. Et donc, ça fait partie des différentes choses. Très claire, Marie-Roger Biloa. Vous voulez dire que les différents mouvements se sont arrangés pour avoir des personnes dans tous les bureaux de vote? Ils avaient des personnes, pas dans tous. Ils se sont arrangés pour avoir quelque chose de représentatif et d'indiscutable. C'est-à-dire que si vous avez sur les 58 départements 18, vous pouvez contrôler ce qui se passe dans 18 et avoir les résultats. Ces 18 représentent déjà 80% de l'électorat inscrit. Et donc, à partir de là, vous êtes en mesure de proclamer, de savoir. C'est-à-dire qu'ils ont choisi les bureaux qui étaient les bureaux clés, en fait. Absolument. Et la partie clé. Et donc, il y a cette partie-là que, bon, on peut regarder, tout ça est assez transparent et assez convaincant, j'allais dire. Mais même si on regarde sur le plan de le terrain, l'ambiance sur le terrain, et que vous êtes sur place et que vous voyez comment les gens votent, etc., vous voyez également l'inquiétude, la panique qui saisit le pouvoir actuellement. Ils sont en train de militariser l'ensemble du pays. Au moment où je parle, ils ont encerclé la briqueterie
qui est le quartier, le principal quartier des originaires populations du Nord, oui. Etc. Et d'après ce qu'on peut redouter, le temps qui a été pris entre le 23, première date annoncée, et le 27, sert à mettre en place un système de répression encore plus fort. Alors on se demande, si les gens ont massivement voté pour vous, pourquoi avez-vous peur? Vous avez peur de la population qui a voté pour vous. Déjà, ça, c'est une aberration, c'est un signe. Donc, au-delà de ça, je pense que notre pays a besoin de regarder les réalités en face, de comprendre que le pouvoir actuel a été congédié, on l'a vu très nettement, au bout de 43 ans, que les Camerounais ont eu beaucoup de patience avec ce régime. Pour vous, c'est un ras-le-bol qui s'exprime alors? Complètement, on lui a donné des chances plusieurs fois. Et le dernier mandat de 2018 à maintenant a été l'un des pires. C'est là qu'on a eu les plus grands scandales. Avant qu'on en arrive au bilan, et donc ça a excédé les gens. Avant qu'on en arrive au bilan, j'ai envie de comprendre ce qui se passe ces derniers jours, puisque vous dites qu'on est en train de militariser, on a repoussé la proclamation des résultats, ça interroge, c'est vrai, parce qu'on se dit, si vous avez largement gagné, pourquoi vous attendez de proclamer les résultats? Mais est-ce que ça donne le moyen, est-ce que ça justifie le fait qu'un candidat, en la personne du ministre Issa Chiroma, puisse dire « j'ai gagné ». Sur quelle base, maître, vous pouvez aujourd'hui dire que le président Issa Chiroma a gagné ces élections aujourd'hui? Je vais vous répondre, mais permettez-moi de revenir une seconde sur un fait très important qui vient d'être évoqué. C'est cette fameuse loi qui donne le droit à 15 jours. Une loi absurde est abrogée. Cette loi est absurde. Il n'y a aucun pays au monde où on est capable de dire « nous allons proclamer les résultats 15 jours après ». Et dans le même pays, l'audit du fichier électoral est discutable. L'accès aux médias est discutable. Les moyens mis à disposition le sont tout autant. Ce sont là les éléments. Sauf que pour l'instant, c'est ça la loi. Bien entendu, mais enfin, une loi est souvent faite par ceux qui sont en majorité, souvent parce qu'elle les arrange. Et donc, nous sommes dans une loi d'intérêt, une loi qui favorise ceux qui sont au pouvoir. Mais enfin, revenons à la question. Revenons maintenant. Et puis, dernier point, 43 ans, même la Corée du Nord n'est pas arrivée à ça. Et vous pouvez difficilement dire « j'incarne un avenir, j'ai à 43 ans, après 43 ans de règne ». L'âge n'est pas un crime ni un délit, mais l'âge est une réalité. À 92 ans, 93 ans, peut-être 1 ou 2 ans de plus, vous allez dire aux Camerounais « donnez-moi ce temps de plus, ce que je n'ai pas fait à mon âge quand j'étais jeune, ce que je n'ai pas fait pendant 43 ans, je le fais maintenant ». Je reviens maintenant à votre question, pardon évidemment pour cette digression que vous n'attendiez pas. Le président Chiroma, le président élu, a fait un choix, Marie-Roger vient de le dire, qui est assez original. Je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas la possibilité dont l'État dispose pour aller dans tous les départements. Mais mieux, dans tous les bureaux de vote, un représentant. Je n'en suis pas capable. Mais comme il sait lire une carte électorale, comme il sait déchiffrer un fichier électoral, il s'est dit une chose toute simple. Je vais regarder les départements, les bureaux de vote et les endroits où l'expression à elle seule représente environ 80-83 du corps électoral. Et sur cela, je vais me concentrer en sachant que si mon résultat arrive à un niveau très élevé, la sincérité du scrutin ne peut jamais être mise en cause par les 17% qui restent. C'est un choix qui a été fait. La question maintenant, c'est est-ce que les PV présentés par le candidat sont authentiques? Est-ce que le suffrage exprimé correspond à la réalité ou pas? Il est tellement transparent qu'il a mis ça sur Internet, sur son site de campagne. Il est tellement transparent qu'il a demandé un audit qu'il soit fait. Et donc, si quelqu'un met ça en cause, et on a le droit de mettre ça en cause, parce qu'après tout, il s'agit d'un candidat, prouvez-lui le contraire. Le problème, c'est que ceux qui ont Elecam entre les mains, les médias entre les mains, le ministère de l'Intérieur entre les mains, eux n'ont pas été capables, 13 jours après, on me dit 15, jusqu'à lundi, de nous présenter le début du commencement d'un fichier sérieux, le début du commencement d'un PV sérieux. Et donc, c'est très compliqué de convaincre les gens de la sincérité de cette démarche-là. Et donc, naturellement, à partir du moment où il a fait donc, le travail qui a été fait
dont tout le monde reconnaît que c'est une organisation quasi millimétrée. Et cette organisation-là lui a permis à la fois de comprendre l'ampleur de sa victoire et l'ampleur du résultat tel qu'il l'a obtenu. Et pardon, si quelqu'un doute aujourd'hui qu'après 43 ans, et à l'âge où il est, on n'est pas rejeté, là, c'est un point de qu'il y a vue. un souci. On va donner la parole à M. Meignet pour répondre à ça très clairement. Oui, ça me fait beaucoup rigoler. J'ai l'impression que nous sommes là dans une espèce de théâtre, des théâtre de boulevard, dans le musée des horreurs. J'ai l'impression que c'est une vue de l'esprit, où des gens se lèvent un beau matin et se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce théâtre de boulevard où il n'y a que de la danse, il n'y a que de la musique, de la boisson, où on s'enivre et on se perd. La fameuse théorie des 18, je vais vous dire, monsieur Djemal, la théorie des 18, il faut savoir ce que c'est. C'est une sorte de bâtardise. Je m'explique. À partir du moment où vous parlez, n'est-ce pas, de 18 commissions qui prouvent votre élection, et après, derrière, vous dites que vous avez eu 1 330 000 votants, considérons qu'il y a 8 millions d'électeurs, arrondissons ça à 1 300 000 d'ailleurs, et je vais vous dire quelque chose. Quand vous faites le ratio de tout ça, vous comprenez tout de suite qu'ils sont complètement à la rue. Je dis bien à la rue. Pourquoi? Simplement parce qu'ils attribuent 54%, je crois, au président autoproclamé de Facebook, on va dire ça comme ça, pour parler trivialement. Et le problème, c'est qu'on attribue au président Paul Biya 700 voix. Calculez. Maintenant, si on considère que l'abstention, c'est 50%, ça veut dire quoi? Il y a eu 4 millions d'électeurs. Où sont les deux autres millions? Vous attribuez ça à qui? Et là, on se perd. Pour vous, les 2 millions seraient Les 2 millions sur... Il y a 12 candidats. Donc, les 2 millions-là, vous attribuez ces voix à qui au niveau de ces électeurs-là? Donc, c'est une fumisterie. C'est de l'arnaque. C'est-à-dire que il est en train, Monsieur Meignet, il est en train de, on va faire ça calme. On va faire ça calme en restant toujours très courtois. Oui. J'exige toujours ça sur mon plateau. Vous comprendrez que c'est pas aujourd'hui. Tout à fait. On va éviter les noms d'oiseaux et les invectives. La question est, là, il parle d'1 million, je ne sais pas, je viens d'écouter le chiffre, hein, je ne suis pas très au courant, et vous estimez que ça ne représente pas grand-chose par rapport au reste et que ce n'est pas crédible. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de dire, bon, voilà les nôtres, on gagne du temps. Et ça évite cette montée de fièvre auquel on assiste aujourd'hui. Justement, à partir du moment où des gens font des appels, n'est-ce pas, au désordre, il faut le dire. Et puis, petite parenthèse, les forces du désordre rencontreront les forces de l'ordre. Il faut le savoir. Et à partir du moment où des gens se permettent, en violant la loi, se permettent, parce qu'il faut le savoir, je vais vous envoyer un document et vous verrez qu'il y a une falsification depuis le 5 octobre où le camp d'en face avait déjà des PV signés. On a arrêté un certain monsieur Kenyé qui a des PV qui étaient déjà signés, qui a plus de 3000 cartes d'électeurs, plus de 500. Mais dans le même temps, on a envie de vous répondre qu'on en a trouvé dans l'autre camp aussi. Non, mais attendez. Et qu'on a vu des gens qui partageaient... Faut le prouver. Faut le prouver. Non, justement, le drame... Prouvé, non, le drame, justement, dans cette affaire-là. Le drame, je vais vous dire, dans cette affaire-là, c'est quoi? Le drame, c'est que tout le monde sait et tout le monde a vu que quand on crée des PV le 5 octobre, on les modifie le 12 octobre, on est en pleine falsification. C'est ça que je suis en train de dire. Et il y a des preuves, hein. Il y a des preuves. Vous savez, la même personne. J'ai tellement vu de preuves. En fait, je termine. Non, j'en peux plus. Je termine. Ouais. Une même personne sur ces documents-là vote. Je ne connais pas forcément la ville, mais la deuxième ville je connais. Vote par exemple à Kolofata, ok, dans l'extrême nord. La même personne sur ce document, n'est-ce pas, ces PV préfabriqués, la même personne vote à Douala. Donc d'ubiquité,
la personne est à la fois Kolo Fata, à l'extrême nord, et la personne est à Douala, dans le littoral. C'est énorme. Des incongruités, Une on en a incongruité connu pas mal. Donc voilà. Alors, on va redonner la parole à Maître Dior Diagne. Franchement, à ce jeu-là, on peut rester ici jusqu'à 20 heures. Il y a des choses, elles doivent être d'une rectitude. On est là entre professionnels, chacun dans son domaine. Les PV sont authentiques, authentifiés, produits. À ce jour, on n'a pas vu, comme le disait Maître Taleb, une seule contestation des PV produits par M. Chiroma. Et le président Chiroma, aujourd'hui, il est debout, droit dans ses bottes, il présente des PV, il n'y a pas une seule contestation. Les organes électoraux sont entre les mains du pouvoir. Et les CAM, c'est le pouvoir. Le Conseil constitutionnel, c'est le pouvoir. Ce dont on veut accuser aujourd'hui M. Chiroma, il n'en a pas les moyens parce qu'il n'a pas les moyens d'État. C'est la raison pour laquelle il a anticipé. Mieux encore, pour la présence des bureaux de vote, avec d'autres partis politiques, ils ont mutualisé. Dans les grands centres, il n'y avait pas que le parti de M. Chiroma. Il y avait également le MRC. Et ils se sont répartis les tâches. Ils ont pris les PV sortis des urnes. Et ce sont ces PV qui vont à Elecam et après qui atterrissent au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est eux qui prennent 15 jours pour sortir des résultats qu'ils ont obtenus dès le premier jour. Pour faire quoi? Moi, je dis que Elecam et le Conseil constitutionnel, excusez-moi, au Cameroun, c'est un laboratoire de fabrique. Un laboratoire de falsification. Mais vous entendez en même temps, M. Meigné qui vous dit qu'il y avait des faux PV, qu'il y a des faux documents qui se baladent de la part aussi. Je vous assure, je suis de très près. On est des professionnels, on n'est pas des plaisantins. Moi, je n'ai pas vu de bulletins falsifiés entre les mains du parti de M. Chiroma. On l'aurait dénoncé aussi, pourquoi pas? De toute façon, les résultats aujourd'hui qu'on a en notre possession donne M. Chiroma vainqueur. M. Chiroma, anticipant surtout, mais parce qu'il y a eu des sites. Il y a également le regard, je pense, du peuple. Qu'on les mettait au fur et à mesure. Vous ne verrez nulle part un endroit ou un site où ces PV ont été falsifiés. C'était PV authentique. Mais par contre, ce qu'il y a à noter, et ça c'est très intéressant, il y a une foultitude de votes impossibles. Et ça, je pense qu'on va en venir. Des résultats tout simplement impossibles. Comment ça? On y est. Donc, s'il y a des choses qui peuvent être mises sur la table, mettons-les tout de suite sur la table, puisqu'il vient d'en parler également. Marie-Roger, pensez-vous que dans ces zones-là qu'on appelle du Nozo, de Yaoundé, de Douala, de Bamenda, de Boya, etc. M. Biya peut obtenir 100% des votes. Non, mais expliquez. Ils le savent eux-mêmes. Oui, d'accord, mais je veux dire, cette incongruité-là ne peut sortir. Mais est-ce qu'il y a des chiffres où on dit qu'il a 100% des votes dans le Nozo? En tout cas. Est-ce que ça a été dit pour l'instant? Vous savez, pour accréditer les résultats qui ne vont pas manquer de sortir du Conseil constitutionnel, ils ont quand même lancé des ballons de sonde qui font rire totalement. Mais puisque j'ai ma chère Marie-Roger qui est là, c'est pas à moi de poser des questions, mais je la sollicite pour qu'elle explique, est-ce que c'est possible que dans ces zones-là, ces PV qui sont en train d'être distillés, et vous allez le voir, monsieur Foucault. Il faudrait peut-être qu'on explique pour ceux qui ne sont pas camerounais, pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire que les régions dites du Nozo, qui sont nord-ouest et sud-ouest, sont les régions anglophones du Cameroun, où il y a une rébellion ouverte depuis un moment, et où en réalité, on aurait du mal plutôt à voter dans le coin. Tout à fait. Alors, notez ça. On a vu les PV. Vous allez le voir parce que le Conseil constitutionnel va sortir des PV. Et je vous ai dit qu'ils ont annoncé 100% dans ces zones-là pour M. Biya. Dans ces zones, je pense que c'est les anglophones, c'est la ville des grèves, c'est la zone des rébellions et des villes mortes. C'est les zones de protestation contre le régime de M. Biya. Vous allez voir ce que le Conseil constitutionnel nous a préparé comme menu dans ces zones-là. C'est devant nous. C'était d'abord prévu pour le 23. Maintenant, on nous dit que c'est pour le 27. Vivement. Alors, avant de revenir à Marie-Roger, est-ce que, sérieusement, on peut imaginer 100% de vote pour le régime en place dans le Nozo, dans la région anglophone? Non, je dis juste, je voudrais juste qu'on ait... J'entends bien, mais je ne veux pas répondre comme ça, tout de go, vous savez. Il faut dire des choses, et les choses telles quelles. Savez-vous que
s'il y a 5 personnes, n'est-ce pas, dans un bureau de vote, et que les 5 personnes votent, ça fait 100%. Donc, il faut faire très attention quand vous avancez des choses. Ce type de bureau de vote, c'est un peu rare. Oui, même, attendez, non, c'est une façon de parler. Il faut que les choses soient claires. Hein. Ça veut dire quoi? On a dit que dans ces zones, on n'a pas dit qu'il y avait 5 personnes qui ont voté. Non, madame, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Merci, est-ce que vous ne comprenez pas? Je suis en train de dire que ne restons pas dans ce vaudeville-là. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que avant de répondre à la question, j'ai dit qu'il peut avoir, parce qu'il ne faut pas nous parler de 100%, comme si ça veut dire que toute la population a voté. C'est de ça que je suis en train de parler. Mais bon, c'est un résultat global. Marie-Roger Biloa. Bien sûr, mais 5 personnes... On va passer la parole à Madame Marie-Roger Biloa, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, la région est un peu difficile pour pouvoir voter en toute sérénité. C'est un peu plus difficile. Marie-Roger Biloa, vous qui êtes camerounaise, qui avez vécu toutes ces élections pendant toutes ces années dans les différents médias où vous étiez, qu'est-ce qui fait que ça soit aussi tendu ce coup-ci? Alors, je vois le débat qui s'enlise pas dans les chiffres et les manipulations, parce qu'on dit on a saisi des gens avec des cartes, enfin tout ça, c'est le type de montage qu'on connaît. Ce qui est important ici, et que j'ai observé, je vous dis, je ne connais personne, à part le régime et les gens du RDPC, et encore pas tous, qui doutent même de ce résultat. Je peux vous dire. Ah bon? Absolument. Attendez, soyons sérieux. Vous voulez dire qu'il y a des gens du RDPC qui douteraient de la victoire de leur camp? Absolument. Il y a beaucoup de gens du RDPC et vous serez très surpris, peut-être même pas d'ailleurs, je suis surpris, qui ont voté pour Chiroma. Et ah oui. Cette année, je vous dis, il y a une situation spéciale. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un pays, le Cameroun. Et le Cameroun, c'est le Cameroun comme dit quelqu'un. Et le Cameroun qui est, au bout de 43 ans de ce règne, qui a eu par moments des embellis, mais qui maintenant s'est complètement dégradé et qui a épuisé les gens. Ils se sont épuisés eux-mêmes. Ils ont créé un environnement où plus rien ne fonctionne pour personne. Et je dis, même une partie des privilégiés aimeraient qu'il y ait quand même des routes, que politiquement on sache qui dirige le pays, qu'on ait des interlocuteurs, que ce pays avance, qu'il y ait de l'eau. Beaucoup sont dans cette situation aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a frappée. Et on peut faire des débats de chiffonniers, mais c'est évident qu'il y a dans le pays une volonté de changement qui a été portée par Chiroma comme un catalyseur des revendications sociales. Parce que ce qui s'est passé, il va même au-delà de sa personne. Vous avez vu, au moment où Camto a été écarté, la population attendait une consigne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, il y a une bonne partie de... Voilà. Il y avait quelque chose de flou, chacun ne savait pas comment se positionner. Et dès que cette Union pour le changement a désigné un candidat, nous soutenons Chiroma, il y a quelque chose qui s'est passé que nous avons tous observé. C'est comme si les gens attendaient qu'on leur dise pour qui voter. Et ça a été massif. Et même, on n'a même pas eu besoin des consignes des partis. Le MRC a dit, je ne donne pas de consignes, débrouillez-vous. Mais les gens n'ont pas attendu après ça. Et on voit même différents Finalement, partis. Ils ont donné une consigne, non? À la fin, oui. Mais même au-delà de ça, les autres partis, personne ne les écoutait plus. Ils se sont dit, qui est en meilleure position pour remporter cette élection qui n'est qu'à un tour. Pourquoi Chiroma? Il y avait d'autres candidats. Ben voilà, il y a des raisons objectives, peut-être parce que c'est un ancien membre du gouvernement qui sort de là, qui a de l'expérience, qui a un certain âge, et que surtout, il était appuyé par une plateforme où il y avait un programme de transition. On a dit, il n'est pas là pour toujours, il est là pour 3 ou 5 ans, je crois qu'il en a 5 ans, et que son rôle consistera à remettre le pays un peu en état de marche, revoir les institutions, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui parle aux gens. Et je crois aussi que, même au sein du RDPC, les gens se sont dit, ça va nous permettre de nous régénérer. Un parti, au bout de 43 ans, il est usé. On l'a vu. Et je parle de gens avec qui j'ai parlé. Je peux vous dire que... Surtout que vous en avez rencontré beaucoup en faisant votre documentaire. J'ai beaucoup de bonnes relations au sein de l'appareil au pouvoir, des relations
qui remontent déjà à longtemps. J'ai même des camarades d'enfance, que vous voulez. Enfin, donc, je sais que même là, il y a une espèce de saturation, d'épuisement d'un système, et que on peut. Mais il y a une curiosité, mais les Marie-Roger. gens, à part ceux qui se cramponnent vraiment de manière à courte vue à des avantages, ceux qui veulent redonner un élan au Cameroun et qui se disent que un nouvel élan est bon pour tout le monde et pas seulement pour l'opposition ou que sais-je, c'est bon pour toute la nation. Eh ben, tous ceux-là sont très lucides. Et Marie-Roger, j'ai envie de comprendre. C'est peut-être ça. J'ai envie de comprendre. La voie qu'il faut suivre. Vous dites, on a à la tête de l'État quelqu'un qui a 93 ans aujourd'hui. 92, 93, on ne sait pas trop, mais ça n'a pas tellement d'importance l'année. 93 ans, qui tient la machine? Vous dites qu'il y a des gens au sein de cette machine qui n'en veulent pas. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors qu'on en soit là aujourd'hui? Peut-être que ces gens-là auraient, s'ils ne veulent plus de ce pouvoir-là, décidé de proclamer ces résultats-là le plus tôt possible et on en finit. Je dirais que beaucoup sont effrayés. Il y a des gens qui ne sont pas très courageux non plus. Ils vous parlent, mais ils n'osent pas prendre des décisions. Et c'est ça aussi qu'il faut saluer chez Chiroma. Chiroma a été commencé un membre du gouvernement pendant très longtemps, et lorsqu'il a quitté le gouvernement, il n'a pas renié ses compagnons. C'était pas un reniement, il a juste dit on a un président absent, on ne peut plus, on n'a pas d'interlocuteur, on ne sait pas quoi faire, il ne tient plus de conseil de ministre depuis 14 ans au moins, et avant c'était pas non plus très régulier, et que là ça s'est aggravé, il y a des clans qui se bagarrent. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire ce vide à la tête de l'État qui fait que un pays est à la dérive et qu'on ne sait même plus. Il y a des mafias qui se sont mises en place, qui ont assassiné sauvagement Martinez Zogo et qui pensent, et qui font notre confrère Martinez Zogo et qui pensent que ils peuvent agir en toute impunité. Donc, et je veux dire, on est fatigué de parler des scandales au Cameroun. Et je peux vous dire, à vous titre parlez personnel, carrément de mafia. Ah non, mais je veux dire, pendant longtemps, quand je me baladais, je me présentais comme Camerounaise, on me dit « Ah, le pays de Samuel Eto'o ». D'abord, Roger Mila. De Roger Mila. Roger Mila. On me disait aussi Samuel Eto'o ou Manu Dibango, on le citait beaucoup. Maintenant que tu dis Cameroun, on dit deux choses. C'est pas le pays le plus corrompu au monde. J'ai beau dire Noé, c'était avant, maintenant, enfin, tu sais pas comment répondre. La deuxième chose qu'on te dit, mais vous avez le président le plus âgé, là, qui veut plus partir, ça fait 50 ans, évidemment, avec des caricatures, des trucs. Donc, je vous dis, c'est un pays c'est pas seulement en perte de vitesse, mais qui s'est effondré. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils étaient à peu près au même niveau. Et même le Cameroun, j'ai fait mes études là-bas, le Cameroun était un pays économiquement plus développé. Et c'était les deux jumeaux. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont à peu près une taille géographique, enfin une superficie similaire. La démographie, 30 millions. Et le Cameroun avait du pétrole que n'avait pas la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est fait. Et pendant longtemps, on a vu le Cameroun qu'on présente comme la locomotive d'Afrique centrale qu'elle est réellement. On a vu le Cameroun s'enliser dans la mauvaise gouvernance, la corruption et les projets non exécutés, etc. Enfin, on ne peut plus faire la litanie. Les gens qui le vivent au quotidien ont donc congédié ce régime. Ça, c'est clair et net. Alors, quand vous dites congédier ce régime, on a envie... On aimerait déjà lundi pour voir les résultats qui vont être proclamés. Et maître, vous êtes là pour dire que vous êtes sûr de la victoire. Est-ce que ça n'est pas un peu dangereux d'annoncer ça avant? Est-ce qu'on n'aurait pas pu d'abord aller au Conseil constitutionnel comme certains l'ont fait pour faire des recours? Or, on a vu que dans le cas de Chiroma, il n'y est pas allé. Je vais répondre par, encore une fois, une deuxième digression. Dior, Diagne et moi, nous sommes des Ouest-Africains. Puisque vous êtes originaire de Mauritanie. Voilà. Ce que dit Marie-Roger Biloa est d'une évidence et d'une clarté totale et absolue. Si vous nous posez la question, nous, les Ouest-Africains, on vous dit le pendant de la Côte d'Ivoire, c'était le Cameroun. Et c'est un pays qu'on prenait au sérieux, qu'on admirait, dans lequel on avait envie de faire des études. Posez la question aujourd'hui à n'importe quel Ouest-Africain, c'est quoi le Cameroun? Et la réponse va vous décevoir, mais absolument. La deuxième chose, c'est que, et vous avez tellement raison de citer Mila, Eto'o,
Et pardon, vous êtes assez modeste, vous-même. Mais vous, infocable. Je veux dire, le Cameroun, pour nous, c'est tout ça. C'est une élite de très bon niveau. C'est une classe moyenne d'excellent niveau. C'est une diaspora à l'étranger qui nous fait rêver. Mais tout ça est fini. Alain Jules, tout à l'heure, parlait de rire. Eh bien, moi, je ne peux pas rire. Et je pense que les Camerounais, eux, rient encore moins. Pourquoi? Parce que l'image donnée de leur pays, c'est quoi? C'est un président grabataire. C'est un régime à la soviétique. Non, à la Corée du Nord. C'est une opacité qui est inimaginable. Mais tout cela, pardon, on a envie, nous, comme Africains, que ça se termine. Mais imaginez les Camerounais dans leur globalité. Et puis, il ne faut pas se moquer de l'intelligence des Camerounais. Si nous le comprenons loin, eux le comprennent très bien. Non, le vivent très bien. Ils vivent dans un pays dans lequel il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est ça le vrai sujet. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'avenir. Et pardon, tout le monde vous dira, c'est un pays riche. C'est effectivement un pays riche avec une population pauvre. Il y a un problème. Mais la question n'est pas celle-là. La question, c'est comment sortir de tout cela. Parce que c'est au fond ça qui nous intéresse. Ça ne peut pas être un président qui est plat depuis 43 ans. Ça ne peut pas être un homme de cet âge. Ça n'a aucun sens. Alors, vous me direz, Thioroma, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce que vous avez dit, Marie-Roger, est tellement vrai. Les Camerounais, eux, se disent, celui qui est en situation de changer la donne, nous allons nous accrocher à lui. Et Thioroma a été celui-là. Oui, mais Thioroma faisait partie de cette classe politique. Non, et bien entendu. Mais vous tout le monde savez, fait partie. il l'a dit lui-même. Il dit, j'étais là pendant 26 ans, ministre, c'est ça? Eh bien, j'y ai mis fin. Il vaut mieux s'arrêter et faire autre chose que de venir plutôt vers une situation qui ne marche pas. Absolument. Bravo à lui. Et donc, lui s'est dit, ma situation était heureuse, très heureuse. Mais j'y mets fin et je vais passer à autre chose. Pardon, probablement que je vais me faire pardonner mes péchés. Les Camerounais, en tout cas, le comprennent très bien, si péché il y a d'ailleurs. Mais enfin, Thioroma dit, moi, je vous offre une alternative nouvelle, une transition, non pas de 7 ans, mais de 5 ans. Et puis, je vais changer le système institutionnel, le système démocratique. Et puis, pardon, la machine économique, je vais la faire démarrer. Les Camerounais, pardon, qui ne rient pas parce qu'ils vivent une situation dramatique, se disent, c'est monsieur qui a l'exercice du pouvoir, qui est finalement un homme qui a la dimension d'un homme d'État et probablement c'est lui qui est capable de nous donner une situation nouvelle. Maintenant, vous me dites, est-ce que vous êtes sûr d'avoir gagné? Posez la question au lac Léman. Posez la question à Dakar. Posez la question où vous voulez. Est-ce qu'il y a un Camerounais bien constitué qui est heureux de la situation? Rien que cela déjà, ça nous donne une pendant la réponse. campagne, maître, on a vu des gens qui défilaient avec les pagnes du président de la République, le RDPC, ils étaient nombreux dans la... Tout à fait, je ne ferai pas injure, je ne ferai pas injure à votre intelligence pour savoir comment ça se passe souvent dans nos pays. Mais enfin, admettons autre chose. Le président élu, donc Thioroma, dit, moi, après tout, je suis capable de vous donner un débit de commencement de preuve. Pour nous, c'est complètement des preuves, mais un débit de commencement de preuve qui nous donne une indication, c'est l'ampleur de ma victoire. Si vous n'y croyez pas, ben venez voir. Le problème, c'est qu'en face, c'est le vide sidéral. Ah ben, on n'a pas le vide silence sidéral absolu. puisqu'on a M. Meignet qui est là, qui va peut-être nous expliquer ça. Alors, que ce soit Mme Biloa ou M. Jamel qui parlait, n'est-ce pas, d'un président grabataire, rien ne marche, bref. En gros, le Cameroun est un enfer. Bon, est-ce que c'est le paradis pour l'instant, en tout cas? Non. Est-ce qu'on a l'électricité Où ou pas? existe le paradis? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on a nulle part. l'électricité? Attendez. Non. Mais bien sûr est-ce qu'on a de... Ah bon? Bien sûr. Vous croyez La que... dernière fois où vous étiez au Cameroun, c'était quand? Il y a 3 mois. Et vous aviez l'électricité en permanence? Bien évidemment. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, quand ils parlent de l'eau... Non, il devait avoir un groupe électrogène. Non, le drame, c'est que des gens ne maîtrisent absolument rien. Et je le dis pourquoi. Et je vais le dire avec autorité. Vous avez parlé de l'eau, Madame Biloa. Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'était le Cameroun avant? Parce que les gens disent qu'il y avait des bornes fontaines et que par rapport à ces bornes fontaines, l'eau était gratuite et tout. Mais ce que vous ne savez pas, Madame Biloa, il faut vous le dire. Vous dites que vous connaissez le Cameroun, vous ne le connaissez pas. Je veux vous le dire. Ce n'est pas parce qu'on fréquente certains milieux et qu'aujourd'hui, ces milieux vous sont fermés, madame, que vous allez commencer à cracher sur ce que vous avez
profité grandement. Je vais vous dire. Là, ça, je n'accepte pas ça. Non, mais je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Mais en même temps, ça ne devient pas personnel. Ah oui, non, je veux dire, ça ne peut pas devenir personnel. Le problème, c'est que son combat est personnel. Non, je crois pas. Je veux le dire. J'apporte des preuves. Je ne parle pas en l'air. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand il y avait les bornes fontaines au Cameroun, c'est simplement parce que au niveau de l'habitat, il n'y avait pas encore de canalisation. Il faut que les Camerounais le sachent. Et je veux vous dire, ces gens qui combattent le président, je m'inscris en faux face à ce genre d'allégation. Il a parlé d'un président grabataire. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous avez vu un grabataire à Maroua? Je crois qu'il faut être sérieux et pas jeter l'anathème sur des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui au Cameroun, j'ai l'impression qu'en matière de géopolitique, mes contradicteurs ne maîtrisent absolument rien. Je regrette de le dire, mais j'apporte des preuves. Mais le vrai combat, j'ai envie, Monsieur Meignet, que nous restions dans quelque chose de construit avec des éléments. C'est ce qu'on essayait de faire ensemble, et c'est pour ça qu'on a fait ce plateau, pour qu'on parle de façon très très constructive. On est d'accord. Monsieur Meignet, quand vous voyagez à travers le monde, même seulement dans les pays voisins, en matière d'eau ou d'électricité, on ne peut pas dire qu'on soit les mieux lotis. On en est loin. Et ça ne vient pas juste que des bornes fontaines. Et on ne va pas revenir là-dessus. Et les canalisations. Je pense qu'on voyage tous et vous vivez. En voyageant, vous étiez à Abidjan il n'y a pas longtemps. Et vous vous rendez compte qu'on n'a pas le même type de problème. Non, donc, lorsqu'on parle de ça, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on ait un peu un regard plus ouvert. Et qu'on dise, on est là pour parler d'élections, les chiffres, etc. On a dit, on n'en sort pas parce que ça n'est pas possible. Mais en même temps, on vous parle d'un bilan. Le bilan, on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement élogieux. Peut-être qu'il faut changer un peu de braquet. J'allais justement embrayer dessus. Monsieur Foka. J'ai l'impression que... Allez-y, vous allez finir là-dessus. Alors, le Cameroun, que vous voyez aujourd'hui, on combat le président Paul Biya, ce sont les France-Africains qui combattent le combat. Et j'ai l'impression que sur ce plateau, je suis avec des France-Africains. Qu'est-ce qu'un France-Africain? Ce sont des gens qui ont un calendrier... Non, je vais y arriver. Ce sont des gens qui viennent combattre le président Paul Biya simplement parce que il a libéré le Cameroun. Je m'explique. On n'a pas renouvelé les accords coloniaux. Tout le monde le sait. On est aujourd'hui en train de faire le Fonds monétaire africain. Ce que portait le président Kadhafi, que la France et les autres sont allés assassiner. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, il y a 14 ans, j'étais sur le même plateau avec monsieur le maître, et je lui ai dit ceci: ce qui se passe en Libye, il faut faire très attention. Donc, il se comportait justement comme un France-Africain. Ouais, Kadhafi, c'est ceci, Kadhafi, c'est cela. J'ai fait une prédiction, j'ai dit, vous allez voir ce qui va se passer au Sahel. Parce que il y a un arsenal en Libye. Donc, et aujourd'hui, on sait. Donc, aujourd'hui, il faut à tout prix. Serait le Kadhafi d'Afrique centrale. Ben, c'est clair. Ah bon? Allez-y à l'AES. Vous êtes à l'AES, forcément. Et on va vous dire que tous ces gens s'inspirent du président Paul Biya. On n'a pas dit ça. Hein, non, moi je vous dis, les gens avec qui je parle. On n'a pas dit ça. Maintenant, le vrai combat aujourd'hui, c'est lequel? C'est la libération du Cameroun. La libération du Cameroun face à ces accords léoniens. La libération du Cameroun parce que le président Paul Biya, c'est le seul président en Afrique qui a préservé les ressources. Et quand je dis tout à l'heure que Mme Biloua ne connaît pas le Cameroun, est-ce qu'elle sait ce qu'il y a dans la réserve du Dja? Elle ne peut pas. Est-ce qu'elle sait ce qu'il y a à l'extrême nord? Elle ne sait pas. Et il y a quoi donc? C'est pour cela que je parlais de superficialité, où des gens sont là, ils ne maîtrisent aucun dossier, mais se permettent de jeter l'anathème. On aimerait bien connaître ces dossiers-là. Parce que si c'est des dossiers occultes, vous non, comprendrez c'est pas bien. occulte. Madame Bilot est quand même journaliste. Non, je sais très bien. Journaliste de renom. Et je pense qu'en matière de connaissance du dossier, elle a perdu de sa superbe. Je pense que qu'elle aille à la SNH, et elle va comprendre beaucoup de choses, notamment la raffinerie qu'on est en train de faire. Vous savez pourquoi? C'est pour l'indépendance. Voilà. Monsieur Foka. Mais bon, on a attendu 43 ans pour faire cette... Non, il fallait se libérer d'abord. Madame Georgiane. Voilà, je vous marche sur la langue. Mais franchement, il faudrait qu'on revienne au sérieux sur ce plateau-là. Pendant 43 ans qu'on a attendu, c'est maintenant qu'on va libérer le Cameroun. C'est maintenant à 93 ans que M. Biya va libérer le Cameroun. Mais on a beau aimer M. Biya, mais il y a quand même les limites de la nature. Mais à 93 ans, qu'est-ce qu'on veut encore demander au président Biya qu'il n'a pas déjà fait pendant ces 43 ans? On nous dit sur ce plateau qu'on vient pour libérer le Cameroun. Après
43 ans de règne, à 93 ans pour un mandat de 7 ans. Il faut quand même, sur ce plateau, qu'on revienne au sérieux. Pourquoi? J'ai remarqué que M. Meunier, très courtois et gentil, passait son temps à ricaner, alors que le sujet est sérieux. Et quand il est en difficulté, il veut s'attaquer à Mme Biloa, et comme vous l'avez dit, chers confrères, c'est une icône. Quand on est en face d'elle, on est fier. C'est vrai. Et vraiment, il faut au moins qu'ils le lui reconnaissent. Maintenant, pour en revenir au Cameroun, parce que nous ne sommes même pas là pour juger les gens. Il y a un problème aujourd'hui qui se pose. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Le Cameroun s'est levé comme un seul homme. Moi, j'étais à Dakar quand les gens ont voté. Avant d'entrer même dans le Cameroun, toute la diaspora, vous avez vu ce qui s'est passé, mais les Camerounais de l'extérieur, c'est des Camerounais. Vous avez vu un endroit, un pays dans la diaspora où M. Biya a gagné les élections à part un seul pays dont je ne me souviens plus. Russie. C'est la Russie? Madame, mais désolé. Je ne vous ai pas, non, parce que coupé. C'est faux. Je ne vous avais pas coupé. Je prends Dakar, mais à 20h, j'entendais les cris parce que je suis voisine de l'ambassade du Cameroun à Dakar. J'ai vu tous les résultats, mais à 20h, les Camerounais de Dakar étaient libérés et ça criait partout. Ils ont été majoritaires partout. Ce qui s'est passé là-bas, c'est passé à l'intérieur. Mais pourquoi? M. Chiroma a proposé un programme. Mais vous avez vu l'adhésion populaire des meetings de M. Chiroma? Un meeting ne fait pas une élection. C'est ce que j'allais dire. Mais quand même, ça sert un peu à donner... un climat. Surtout que les tenants du pouvoir ont fait des meetings. Il y en a un, je pense que c'est le président de l'Assemblée nationale, qui a 10 ans de moins que M. Biya, qui a dit, quand vous serez devant l'urne, prenez la carte de RDPC, déchirez-la ou votez blanc, mais ne votez surtout pas pour le RDPC. Ce n'est pas de sa faute. C'est parce qu'il n'est plus là. C'est un lapsus. Non, il n'a pas dit que ça. Hein. Il a dit plusieurs choses et ils ont été obligés de venir arracher le micro de ses mains. Tout le monde l'a vu. Mais, à Maroua. Mais aussi, on a vu le président Biya. Moi, je ne veux pas parler de l'âge du président Biya parce que c'est l'Afrique. Et nous avons beaucoup de respect pour les vieux. Mais vous savez comment nous, on les traite? Mais vraiment, on les retire de tous les circuits pour éviter tout ce qui se passe actuellement et on s'en occupe et on les honore. Mais on les met pas comme ça devant une population pour les rendre ridicules. C'est pas nous notre culture, ce n'est pas notre histoire. Mais on a envie de vous dire, quand vos arguments tiennent ce qu'ils tiennent, et chacun peut y adhérer à sa manière, mais la réalité aujourd'hui, c'est que les gens se disent, quand vous dites tout ça, et que les gens au Cameroun ont peur, ils se disent, est-ce que vous ne risquez pas de susciter quelque chose dont on a peur, c'est-à-dire il y a juste ça que je voulais dire. Il y a juste ça que je voulais dire. Vous savez, c'est pourquoi je disais que la situation n'est pas drôle. Dans quelques jours, c'est une prophétie que je fais ici. Quand le Conseil constitutionnel va déclarer vainqueur M. Biya, il va se passer des choses que je ne veux même pas imaginer parce que quand même nous sommes là et nous réfléchissons. Et je vais vous dire autre chose. Ça peut être perçu comme une menace, hein? Non, une mise en garde. Ce n'était pas une menace. Parce que vous savez qui est menacé actuellement? Le président Chiroma. Depuis hier, ils disent qu'ils vont aller le chercher pour l'enfermer. Pourquoi? On est en démocratie normalement. On a voté. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher le... Et vous n'êtes pas apparemment au courant d'une autre situation. Est-ce que vous savez que depuis hier, il y a des arrestations massives et arbitraires au Cameroun? Partout. Je veux dire qu'on est en train de menacer les Camerounais qui ont choisi de voter Chiroma. On a dit qu'on va aller chercher Chiroma. Vous savez quand même qu'il y a un bouclier humain important autour de sa maison. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les arrestations ont commencé. Un climat de terreur pour un parti qui a gagné. Le parti au pouvoir a gagné. Pourquoi se comporte-t-il de la sorte? C'est quoi le problème? Mais est-ce qu'on ne doit pas craindre des violences? Parce que personne n'a envie qu'on entre dans les violences, maître. Est-ce que le fait d'entrer dans ce cycle-là, est-ce que le président Chiroma n'aurait pas pu attendre que le Conseil constitutionnel ait déclaré vainqueur pour rentrer dans cette bataille-là? Excusez-moi. Alors moi, je suis... Le Conseil constitutionnel, c'est attendre quelque chose du Conseil constitutionnel. Attendre le Conseil constitutionnel, c'est attendre quelque chose du Conseil constitutionnel. Et ce n'est pas le cas. Excusez-moi, confrère. Alors, non, nous sommes avocats.
Et donc, on se refuse tous les deux de sortir du rôle qui est le nôtre. Mais je vais répondre à votre question, mais Alain Jules, que j'ai connu un peu, je l'ai connu beaucoup plus élégant. Il en a perdu un tout petit peu ce soir. Qu'il s'en prenne à moi, parce qu'il considère que je suis visiblement un digne représentant de la France-Afrique, c'est la première fois que j'entends ça. Surtout, c'est loin de ce que j'écris. C'est pas grave. Mais s'en prendre à Marie-Roger Biloa, ça m'embête. Ça m'embête parce que vous le vouliez ou pas, le Cameroun ne nous est pas un pays étranger du tout. Ça n'est pas du tout pour nous un pays étranger. C'est un pays que nous aimons et c'est un pays qui nous concerne. Et Marie-Roger Biloa ne vous appartient pas vous seul, elle nous appartient tous. C'est une icône du continent africain, c'est la plus grande journaliste du continent africain. On lui doit tout de même un peu de respect. Pour nous, c'est beaucoup. Quant à vous, Alain Jules, allez expliquer que Biya est un révolutionnaire, qu'il incarne l'alternative à la France-Afrique. Franchement, vous aurez du mal à convaincre les gens. Maintenant, le rôle du président Chiroma, ce sont des choix politiques. Le candidat Maurice Kamto, que je salue, en 2018 a fait un autre choix. Il est respectable, il faut le saluer. Le président Chiroma, lui, a fait un choix différent, dans lequel il considère, qu'il ne fait pas de recours auprès du Conseil constitutionnel. Quand vous annoncez que vous ne faites pas de recours auprès du Conseil constitutionnel, que vous ne reconnaissez pas, en tout cas comme entité impartiale, libre, qui va respecter le droit, ben vous n'avez aucune raison d'attendre ces résultats. Puisque vous êtes dans un combat... ça reste le Conseil constitutionnel. Mais bien entendu. Mais vous savez, c'est un peu comme le fameux article qui vous donne 15 jours. Tout ça est préparé à l'avance. Les Camerounais n'y croient pas, les Africains n'y croient pas. Mais pardon, président Chiroma non plus n'y croit pas, mais qui n'a rien fait de grave. Il dit, moi, j'ai ma propre logistique. Ma logistique me permet d'avoir ça comme résultat. Vous pouvez la mettre en cause, vous pouvez même ricaner, vous en avez le droit. Mais jusqu'ici, personne ne m'a donné autre chose. Et donc, du point de vue des recours tels qu'ils me sont offerts, figurez-vous, c'est respecter le droit que d'y renoncer. Ça n'est pas une violation du droit. Vous savez, une règle, vous la faites ou vous ne la faites pas. À chaque fois, vous la respectez, que vous la fassiez ou pas. Est-ce que le fait de dire « je suis vainqueur » n'est pas une façon d'appeler les gens? Non, c'est une façon d'expliquer définitivement que nous sommes dans un pays qui est en fin de cycle, que nous sommes dans une élection qui ne ressemble pas aux autres, et que de cette façon-là, nous avons été capables, nous, en tout cas dans le cas de Chiroma, d'expliquer la situation, de l'analyser et surtout d'en apporter la preuve. Prouvez-nous que ce que nous racontons n'est pas vrai. Jusqu'ici, encore une fois, il n'y a pas de commencement de quoi que ce soit. Si lundi on annonçait qu'il n'est pas vainqueur, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est une question que j'aimerais qu'on transmette au peuple camerounais. C'est son vote. Et pour la première fois, j'ai suivi les élections passées au Cameroun. Pour la première fois, je vois un peuple camerounais debout. Faisons attention. Encore une fois, pas de menaces, des mises en garde. Le peuple camerounais que je vois, que j'observe actuellement, n'a pas l'intention de se faire voler son vote. Alors, je m'adresse aussi au Conseil constitutionnel. Peut-être serons-nous tous surpris le lundi 27. Le président Chiroma n'y a pas cru, j'y crois pas. Les résultats, encore une fois, issus des procès-verbaux, des bureaux de vote, montrent largement que M. Chiroma a été élu par les Camerounais. Mais dites-moi, vous pensez vraiment que M. Chiroma peut se mettre aujourd'hui devant les Camerounais et dire que j'ai gagné alors que je n'ai pas gagné et mais si lundi, on annonce autre chose, Marie-Roger, vous êtes camerounaise. Alors, moi, je verrais un scénario idéal. Ce serait que le président Biya, s'il en a encore la capacité, puisque appelle Issa Chiroma Bakary, concède sa défaite et donne l'ordre d'organiser la transition. Et là, les Camerounais vont l'escorter, vont faire un cortège d'honneur pour l'accompagner au village, comme il a dit. Mais il ne peut pas le dire s'il a gagné, Marie-Roger. S'il a gagné, il ne va pas dire ça. Ma question, si donc c'est ça le scénario idéal. Et on peut toujours rêver. Et pas du pire, mais du meilleur. Mais vous y croyez? On peut rêver du pire,
Non, on rêve pour le meilleur. Alors lundi, il y a l'annonce des résultats. Le président Paul Biya est déclaré vainqueur. Vous n'avez pas peur? Comment vous voyez ça, vous? Peur de quoi? Rien. Le peuple camerounais dont tout le monde s'abreuve à sa sauce. Oui, le peuple c'est qui? Le peuple, c'est qui? Moi, je pose la question à ces gens. Alors, je voulais intervenir tout à l'heure quand Maître sur Ndiaye... ce truc parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, quand Maître Ndiaye parlait... on a annoncé les résultats. Oui, je veux dire. Maître Ndiaye parlait du président Paul Biya qui n'a gagné qu'en Russie. C'est faux, complètement faux. Il faut qu'elle se renseigne. Avant de parler du Cameroun, renseignez-vous, madame. Renseignez-vous, par exemple, ce qui s'est passé en Suisse. Je m'arrête juste là, pour ne pas perdre Donc de vous temps. avez des résultats Alors, de Suisse? bien Ça veut dire évidemment. qu'il y a des PV qui se baladent, alors? Non. Vous savez que quand ça sort... Moi, j'étais par exemple à Versailles, où il y avait un bureau de vote. Je peux vous dire ce qui est sorti de là. Oui, mais c'est toute cette compilation de tout ça qu'on aurait pu donner à c'est tout une le façon. monde. Mais il faut attendre. Il est vrai que la diaspora, Là, contrairement vous à ce êtes que en les train gens... de dire, nous, on savait pour la Suisse. Non, je dis bien... La diaspora ne représente absolument rien. Vous savez, en matière de... Ah bon? Qui a gagné la diaspora? Non, mais attendez. Je suis en train de dire que la diaspora ne représente rien par rapport On risque de au corps repartir dans la électoral. guerre des Bon, chiffres. c'est ça que j'ai pas envie. C'est pour ça que je coupe le court. Je pose une question parce que nous sommes à quelques jours de la proclamation. Il dit qu'il n'y a pas que la Russie, il y a aussi la Suisse. C'est ça sa réponse. Non, c'est une façon de vous dire que D'accord. de rectifier ce que vous croyez être la vérité. Donc c'est très important. Je peux ou vous voulez finir? Vas-y. Je vous en prie. Vas-y, et puis je... Ce que Marie-Roger Biloa a dit me paraît absolument frappé du bon sens. Il n'est pas interdit que l'ECAM, le Conseil constitutionnel, et puis surtout un sursaut de lucidité du président Biya, qui pense que l'intérêt de son pays passe avant tout cela, décide finalement de transmettre le pouvoir au président élu dans les conditions les meilleures. Ça, c'est un scénario que nous souhaitons. Et puis il y a le deuxième scénario que ma consoeur Georgiane a donné, c'est qu'on n'est pas évidemment à l'abri d'une situation qui peut être chaotique et catastrophique. Et auquel cas, Maître Georgiane, moi-même et le collectif d'avocats, nous sommes vigilants. Et nous allons observer ce dont les Camerounais peuvent souffrir. La cible qu'ils peuvent mettre sur eux. Et à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que nous ne céderons rien. Nous ne lâcherons rien. Monsieur Foka. Bon. Autre chose, juste une dernière chose. Voilà. Vous savez pourquoi j'ai peur d'un chaos au Cameroun? Ça fait 10 ans. J'ai passé 10 ans au tribunal pénal international et à la CPI. Je vous assure que les dirigeants camerounais doivent faire très, très attention parce qu'aujourd'hui, le monde a dépassé ce genre de situation où on en parle presque plus qu'au Cameroun. C'est vraiment ce que je voulais ajouter et c'est toujours pas des menaces, c'est des mises en garde. Ok, j'aime bien ces mises en garde, j'aime bien cette façon de voir, d'aller dans le sens de l'imposture, c'est très bien. J'approuve, hein, j'approuve, mais on va voir, vous avez dit que vous allez aller au bout de votre dynamique. Mais il est où l'imposture? Attendez. Bien, mais malheureusement, le temps n'est pas l'imposture? extensible et nous on arrive au terme de cette émission et je m'en voudrais de ne pas évoquer le documentaire de Marie-Roger Biloa, Où va le Cameroun, qui est certainement l'un des rares documents dans ce domaine-là, puisque au Cameroun, il est très très rare de faire parler les hommes politiques. Hein, c'est le monde du silence qui nous empêche, nous journalistes, de travailler, puisque pour que vous puissiez mettre les gens sur un plateau, il faut qu'il y ait toutes les parties. Et ça n'offre pas toujours cette opportunité. Dès que vous tendez le micro, tout le monde vous dit « j'ai besoin de l'autorisation qui vienne du haut ». Et ça vient jamais. Généralement, ça nous interdit de faire des émissions. Donc je voudrais, avant qu'on ne parte, que l'on voit d'abord un extrait, puis on va en parler pour terminer ce magazine. Un extrait de Où va le Cameroun, qui est ce documentaire, qui est sur les réseaux sociaux, que vous pouvez regarder sur YouTube, et bientôt sur plusieurs chaînes africaines qui les rediffuseront. Nous avons voulu écouter ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui et ceux qui pourraient l'exercer demain, et avons sollicité tous les principaux représentants de la classe politique camerounaise et des membres de la société civile. Le pire ne viendra pas, même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. In his position, I will open up. He said, well, listen, all of you want to be president. Let's have a meeting. Let's discuss. We'll do a transition. And then we'll do the elections. We clean up the electoral code. We do the elections. Somebody is elected. And I bow out. À cet âge-là,
on n'a pas la capacité de faire ce qu'il faut. On a vu 42 ans de prospérité, on a vu quand même 42 ans de liberté, on a vu 42 ans de développement des infrastructures. On a un pays qui est pris en otage par moins de 100 personnes. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, c'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. À la veille du scrutin du 12 octobre, la possibilité d'un changement qui viendrait des urnes n'a rien d'une évidence face à un système quarantenaire en campagne pour sa perpétuation. Les discours qui encouragent le repli ethno-tribal se radicalisent et présentent l'alternance comme une menace mortelle pour les uns ou comme une revanche à conquérir à tout prix pour les autres. Marie-Roger Biloa, comment vous êtes parvenu à faire parler tout ce petit monde qui généralement est très très taiseux? Eh bien, je leur ai juste demandé, je leur ai dit, c'était pendant l'année, au début de l'année électorale, où on ne voyait pas très clair, on ne savait pas si le président allait se représenter, quels seraient les candidats, quel était le scénario en place. Et l'idée était d'interroger les hommes politiques. Voilà, qu'est-ce que vous nous préparez cette année? Qu'est-ce que vous avez prévu? Et on a donc le représentant du RDPC, qui est le ministre Grégoire Ouona. On a donc choisi de faire parler les responsables politiques de l'heure. Voilà. Et, je dois dire que Maurice Kamto a refusé. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le documentaire. Mais on a quand même eu un échantillon très représentatif, avec aussi des figures de la société civile. Voilà, tout à fait. Et voilà, et donc l'image qui s'est dégagée de ces interviews a été quand même, évidemment, on ne sera pas très surpris, le besoin de changement d'un côté, et puis la défense un peu du statu quo de l'autre. Ben, en tout cas, je recommande fortement ce documentaire qui est sur YouTube aujourd'hui et qui sera sur plusieurs chaînes dans plusieurs pays africains, puisqu'il y a 7 pays africains qui rediffuseront ce documentaire. Où va le Cameroun de Marie-Roger Biloa. Merci à vous d'être venu. Merci d'être venu en débattre. Je sais qu'on aurait pu en parler jusqu'à demain matin puisque les esprits sont assez tendus en ce moment à la veille de ces résultats qui divisent. On espère tous que les résultats qui seront publiés la semaine prochaine seront vraiment ceux sortis des urnes et que cette crise électorale ne fera pas basculer le pays dans le chaos. Nous y sommes très attachés et le peuple ne pardonnera pas à celui ou ceux par qui le mal arrivera. En 2025, les résultats des élections, grâce aux nouvelles technologies, ne peuvent attendre aussi longtemps pour être rendus publics. Mais on espère qu'on va respecter les règles. Merci à vous d'être venus dans ce studio d'Afromédia à Paris. En attendant les résultats, je vous recommande chaudement le documentaire Où va le Cameroun de Marie-Roger Biloa, qui apporte un peu de lumière sur ce pays où les autorités et les partis d'opposition aussi ont choisi la carte du silence qui empêche généralement l'organisation de débats équilibrés à l'international. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à en parler, et cela aussi pour beaucoup d'autres raisons. Il suffit de dire une phrase pour que, d'un côté comme de l'autre, on sorte l'artillerie lourde avec toute la rhétorique sectaire, tribale et communautaire. Je vous épargne les réflexions sur le côté jugé parti. Aux amis des autres pays africains, qui à chaque fois me rappellent que je dois d'abord parler de mon pays et que je dois laisser les leurs, je vous en supplie. Puisque visiblement je ne parviens pas à convenablement parler du mien, faites comme moi. Pendant que je parle du vôtre, je vous en supplie, parlez du mien autant que vous le pouvez. Ne laissez rien passer. Faites mieux que moi. C'est en cela que vous me serez d'une grande aide. Et ainsi, on sera complémentaires. Soyez cohérents et efficaces. Tapez sur ce qui ne va pas. Il y a de la matière, croyez-moi. Vous aurez plutôt l'embarras du choix dans ce pays gérontocrate. C'est ainsi que le panafricanisme dont vous parlez, dont vous vous réclamez, aura un sens. Un regard croisé et complémentaire. Pendant que je parle du vôtre, vous parlez du mien. Souvenez-vous, le panafricanisme ne saurait s'encombrer de la division entre nous. La notion de parler de ton pays ne rentre pas trop dans cette case-là. Elle est presque incompatible avec cet engagement. C'est ensemble que nous sommes forts.
Si je suis confortable chez vous, soyez-le chez moi. Ce n'est pas en me stigmatisant que l'on va faire avancer la cause. Merci pour votre indulgence. Et surtout, pensez à vous abonner à toutes nos plateformes, mais surtout à télécharger l'application Infomédia qui vous propose le narratif africain sans aucune censure, sans complaisance, mais surtout sans condescendance.